Deux questions. Les maires en font-ils assez pour la transition énergétique? Est-ce que les citoyens le perçoivent toujours? Bienvenue pour cette présentation de la deuxième étude de l'Observatoire de la transition énergétique des territoires qui était menée par Ipsos pour IDEX et Ville de France. Alors on va en parler et en débattre avec nos trois intervenants. Frédéric Macari, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je suis maire de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France et vice-présidente à Ville de France. Donc, Ville de France est une association qui représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants et qui est présidée par Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Qui était avec vous tout à l'heure. Antoine Pellion. Bien, bonjour à tous. Donc, Antoine Pellion, directeur général adjoint d'IDEX. Et donc, IDEX, c'est à la fois l'entreprise qui organise cet observatoire en lien avec Ipsos. C'est la deuxième édition, comme vous l'avez dit, et on a vraiment envie de pouvoir mesurer l'évolution de cette problématique en temps. Et IDEX, c'est aussi une entreprise à mission dont la mission est assez simple, c'est de décarboner avec des énergies locales. Et puis Stéphane Soumsek. Bonjour, Stéphane Zoustet, je suis directeur du département opinion de Sculptures BVA et nous accompagnons IDEX depuis 2 ans maintenant dans la mise en place d'un baromètre destiné à recueillir l'opinion que peuvent avoir les élus locaux, les maires notamment, mais aussi leurs principaux collaborateurs à l'égard de la transition écologique. Alors c'est le deuxième observatoire, il y a déjà eu une édition en 2024, elle est un peu différente cette année, puisque vous l'avez fait Stéphane en 2 temps. D'abord vous avez interrogé des citoyens en juin dernier, c'était 2000. Là vous avez interrogé en septembre-octobre 500 élus sur leur vision, leurs attentes, leur perception des attentes des citoyens. Ah bien, à vous la parole, présentez-nous cette étude. Merci, je vais vous présenter 10-15 minutes les principaux enseignements de cette enquête. Christophe vient de le dire, ce qui est intéressant cette année compte tenu du contexte et du fait que nous l'approchons à grande vitesse des échéances électorales, on a confronté l'opinion des élus, dont je vais vous parler maintenant, à ce que pensent aussi leurs administrés. Et vous le verrez, parfois, ça peut paraître surprenant, parfois contre-intuitif. L'intérêt, c'est de voir dans quelle mesure élus et administrés attendent la même chose, perçoivent, comment ils perçoivent des choses. Aussi, au contraire, il y a des dissonances. Et vous le verrez, parfois, il y en a. Et c'est assez interpellatif, je trouve, pour les élus locaux qui pensent certaines choses, qui ont certaines convictions, mais qui ne rencontrent pas forcément totalement le même sentiment, le même niveau de préoccupation ou de visibilité de ce qu'ils font quand on interroge des citoyens et leurs administrés. Alors, je passe rapidement sur les éléments méthodologiques, évidemment, mais comment les élus se perçoivent-ils aujourd'hui, se positionnent-ils par rapport à la transition écologique? La première chose, nous l'avions déjà constaté l'année dernière, et c'est encore plus fort cette année, nous avons affaire à une population, à des maires et à des collaborateurs de maires qui considèrent que leur commune, que leur structure intercommunale fait beaucoup de choses. Et c'est le cas, c'est un peu le fil rouge. On a affaire à des gens totalement impliqués. Si je devais garder qu'une seule phrase de cette enquête, ce serait celle-ci, c'est des maires convaincus de la nécessité d'accélérer en matière de transition écologique et ainsi convaincus du fait qu'ils font beaucoup de choses. Là, on verra ce qu'en pensent leurs administrés, bien sûr. Je passe rapidement, ils n'ont pas détaillé toutes les slides, on a mis 7 ou 8, mais quand on leur demande quels sont les chantiers qui ont déjà mis en place, vous le voyez, quel que soit ce que nous avons testé, eh bien, il y a soit presque la totalité des élus, soit une grosse moitié qui considèrent et qui nous répondent avoir déjà enclenché un certain nombre de dossiers concernant la rénovation énergétique des bâtiments, bien sûr, la préservation de la biodiversité, le développement des énergies renouvelables et via des réseaux de chaleur, et ainsi de suite. Les plans de sobriété énergétique, la lutte contre la précarité énergétique et également la valorisation énergétique des déchets. Cette slide, elle est purement illustrative. Elle illustre quoi? Elle illustre le fait que nous avons des élus, donc c'est face à une population de maires aujourd'hui qui est à la manœuvre et qui est active et qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on leur a également demandé, et là on est beaucoup plus dans le subjectif, est-ce que vous considérez que votre commune ou votre structure intercommunale est active? Vous voyez que les résultats se passent de commentaires, c'est sur la partie gauche de la slide, c'est le thermomètre. Il y a une quasi-unanimité. Les maires, leurs collaborateurs considèrent que leur commune, que leur EPCI, que leur structure intercommunale est active, voire très active. Donc j'insiste, au-delà du profil, au-delà de la taille des villes, au-delà de la coloration politique de la majorité municipale, on a affaire à une population quasi unanime sur le fait qu'elle fait déjà beaucoup. Ça ne signifie pas qu'elle considère qu'elle en fait assez, mais en tout cas, on a des gens, une population qui en fait beaucoup. Et je vous parlais tout à l'heure de comparaison entre ce que pensent les élus et ce que pensent leurs administrés. Vous voyez, vous avez le second camembert en milieu de slide.
Donc, très bien, les élus sont quasi unanimes à dire qu'ils sont actifs. Mais que disent leurs administrés? Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. 92% des élus considèrent qu'ils sont actifs, et c'est sans doute, et on verra après, une réalité, mais malgré tout, ce n'est le cas que de une grosse minorité, une minorité, 41% des administrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire deux choses. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a une sorte de méconnaissance quelque part des élus ou d'arrogance de la part des élus, c'est dire mais moi j'en fais déjà beaucoup et j'en suis persuadé. Je pense que c'est pas ça, parce qu'on verra après leur degré d'implication il est très élevé. Et ça veut dire quelque chose d'important, c'est que quand il s'agit de mesurer ensuite auprès des administrés la notoriété de ce qui est d'ores et déjà fait dans une commune en matière de transition écologique, on voit bien qu'il y a un déficit de connaissance, un déficit de notoriété. Et ça c'est un élément. Je ne sais pas s'il y a des élus dans l'Assemblée, qu'il faudra prendre en compte dans la perspective des élections municipales, parce que sur un domaine comme la transition écologique, qui est une préoccupation des Français, j'y reviendrai tout à l'heure, une préoccupation bien plus importante qu'on ne le dit aujourd'hui, eh bien, les choses ne vont pas forcément de soi. Il y a peut-être des choses plus tangibles. L'embellissement de la vie, l'action sociale, que ça, je l'ai contre l'insécurité. On pourrait énumérer toutes les grandes préoccupations des administrés. En revanche, en matière de transition écologique, peut-être aussi parce que ça a une dimension technique, et peut-être trop technique, parfois, ou très technique, on ne peut pas l'éviter évidemment, eh bien la notoriété n'est pas forcément au rendez-vous. C'est un petit peu problématique. Les élections, c'est dans quelques mois, parce qu'on va le voir tout à l'heure, l'enjeu environnemental, encore j'insiste, en dépit du discours que l'on peut entendre depuis quelques mois, depuis 1 ou 2 années, eh bien, en dépit de ce discours-là, les administrés attendent énormément de choses de leurs élus en matière de transition écologique. Donc vous voyez, ce petit décalage, on est malgré tout. Je reviens à l'enseignement principal, une population, des élus très impliqués et qui veut, on va le voir après, en faire encore davantage. J'insiste aussi sur ce point, les élus ne sont pas en train de dire qu'ils en font assez, ils en font déjà beaucoup. Et on verra que le souhait d'accélération, d'amplification, est également très présent dans ces résultats. Quelles sont leurs préoccupations? Vous voyez, là encore, en matière de transition énergétique, c'est quoi? Quelles sont vos préoccupations les plus importantes en tant qu'élu? J'insiste, c'est bien en tant qu'élu, il est responsable, on ne les entourage pas là en tant que citoyen. Vous le voyez, c'est avant tout le coût de l'énergie. Donc on investir dans le contexte actuel, dans le contexte budgétaire, dans le contexte économique, avec ce qui se passe dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est pas très très étonnant. C'était déjà le cas l'année dernière. Donc évidemment, l'aspect du coût de l'énergie est très important. Mais on va voir dans la slide suivante, ça ne signifie pas qu'ils sont prêts à produire l'énergie forcément la moins chère, la plus dégradée. Il y a des arbitrages qui se font tout en étant élu. On a des problèmes financiers. Le coût de l'énergie, ça coûte cher. L'énergie, très bien. Ça coûte cher d'en produire. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'on privilégie la solution, on va dire la une low cost. Je ne passe pas sur les autres parce que ça prendrait trop de temps, mais il faut que vous ayez ce résultat à l'esprit. Avant tout, c'est le coût de l'énergie qui est important. Mais qu'est-ce que ça signifie en termes d'arbitrage budgétaire en tant qu'élu? Eh bien, ça pourrait être contre-intuitif, mais c'est un autre élément. Cette question que je suis en train de... ça pouvait paraître marrant, contre-intuitif. Pour ce petit incident. En revanche, quand on leur demande ensuite de faire un arbitrage, vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous préférez? Une énergie la moins chère possible, et tant pis si elle est plutôt polluante, ou au contraire, une énergie peut-être un peu plus chère, mais l'essentiel étant qu'elle soit moins polluante et qu'elle contribue aussi, autre donnée très importante, à la souveraineté énergétique locale ou souveraineté énergétique nationale. Et vous le voyez, là encore sur la partie gauche de la slide, vous avez 91% des élus qui privilégient, le plus important, c'est de bénéficier d'une énergie la moins polluante et la plus locale possible, afin, je répète ce que je viens de dire, afin d'assurer la indépendance énergétique de la France. Même, et c'est fondamental, même si cela signifie de payer des factures d'énergie un peu plus élevées. Je parlais tout à l'heure d'une sorte d'élus convaincus impliqués, vous en avez une nouvelle preuve là, c'est presque une sorte d'avant-garde éclairée, laquelle on a fait. Parce que, là encore, je vais vous demander de préparer ça aux résultats, à ce que nous disent les Français dans la commandelle centrale. Vous voyez que les choses sont moins massives. Non, c'est assez logique. Il y a quand même le tiers des Français qui considèrent que la priorité absolue, c'est l'énergie la moins chère possible. Tant pis pour la pollution.
On ne dit pas qu'il n'y a rien à faire de la pollution, mais il y a des arbitrages à faire pour les Français dans le contexte dégradé actuel, compte tenu des préoccupations liées au pouvoir d'achat, et ça je reviens pas là-dessus, on en entend parler tous les jours dans les médias, et vous voyez que les administrés, les citoyens, eh bien, sont moins impliqués, moins volontaires, moins jusqu'au boutiste dans le sens positif du terme que les élus. Et ça, je trouve que c'est l'un des résultats peut-être les plus surprenants de cette enquête, en tout cas des plus intéressants. Les élus, et là encore j'insiste, quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit la catégorie d'agglomération, quelle que soit leur appartenance politique, eh bien, partagent tous quasi unanimement ce test-là, que la priorité, c'est la transition écologique, et c'est la lutte contre la pollution, alors que c'est également la lutte pour la souveraineté climat, pour la souveraineté énergétique de la France. Ça, c'est quelque chose qui montre à quel point les élus sont véritablement prêts à jouer le jeu, jouent déjà le jeu. Je parlais tout à l'heure de désir d'amplification, on en a là une trace tangible, ils veulent aller encore plus loin, et les arbitrages budgétaires, eh bien ils le font au moment de bâtir leur budget municipal, mais en tout cas, si ça doit coûter un peu plus cher, ça devra coûter un peu plus cher, parce que ça va dans le sens de l'histoire, et parce que c'est une bonne chose positive pour leur commune, comme pour leurs administrés. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie sur les perceptions de la transition écologique et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Évidemment, une enquête réalisée en 2025, nous n'avons pas résisté à la volonté de poser quelques questions sur les élections municipales à venir. Comment la transition écologique allait trouver sa place dans cette campagne, dans ces élections. Là encore, je parlais tout à l'heure d'avant-garde éclairée, c'est toujours la même chose. Quand on demande aux élus s'ils comptent accorder aux questions de transition écologique et d'indépendance énergétique locale une part importante, là encore, les résultats se passent de tout commentaire. Vous avez presque la totalité, 92% des élus qui nous disent oui, ça va compter. Ça va compter dans mon programme. Donc, bien sûr, on l'entend tous les jours dans les médias et on a raison de dire quelles sont les grandes préoccupations aujourd'hui, sur quoi vont se jouer les élections municipales, sur des questions de sécurité, sur des questions d'accès aux services publics, sur des questions de santé. Bien sûr, parce qu'il y a une nationalisation, une municipalisation, des enjeux politiques nationaux. Malgré tout, la transition écologique ne sera pas oubliée par les maires et aussi par les équipes d'opposition, quelque part. Parce qu'il ne s'agira pas d'oublier la transition écologique, ça reste un élément fondamental. Et pour un élu aujourd'hui, qui va se représenter dans quelques mois, eh bien, il est hors de question d'occulter cette question de la transition écologique. Ça tombe bien parce que, là, je vais pas vous en parler, ça prend peut-être temps, les électeurs, enfin, les administrés, les électeurs des communes, dont on aura demandé si la transition écologique compterait dans le choix de vote, là aussi les résultats ont été dans les mêmes proportions très importantes. Oui, on attend aujourd'hui un maire sortant, comme on attend d'une liste d'opposition qui fasse des propositions concrètes pour aller plus loin, pour accélérer en matière de transition écologique. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Les élus en sont d'autant plus persuadés qu'ils considèrent, et une majorité, 64%, que de toute façon, leurs électeurs tiendront compte au moment du choix de vote de leurs propositions en matière de transition écologique. Donc, il y a du pragmatisme électoral là-dedans, bien sûr, mais malgré tout, ça montre à nouveau le degré d'implication, le degré de volontarisme des élus locaux. Je le répète, on parle beaucoup de sécurité, accès aux services publics, au commerce de proximité, à la santé. Il est inenvisageable pour un élu, comme pour un citoyen, comme un administré, d'occulter, de faire l'impasse sur les questions de transition écologique. D'ailleurs, cette préoccupation, elle est, et ça a changé par rapport à il y a 10 ans, sans doute plus forte au niveau local qu'au niveau national. Vous avez tous entendu parler du backlash écologique ces derniers mois, ces dernières années. Mais ici, au niveau national, ça fonctionne en effet quand l'argument de l'écologie punitive est brandi. Ça pourrait être les zones à faible émission, par exemple. Mais en revanche, quand on parle de transition à l'échelle locale, voire à l'échelle micro-locale dans sa ville, voire dans sa petite ville, eh bien, il est fondamental pour un administré que les élus en parlent. Alors, 2 minutes, je vais accélérer. De quoi vont-ils parler dans leur programme? Parce qu'ils souhaitent être réélus. Et donc, de quoi vont probablement aussi parler les oppositions? Eh bien, à chaque fois, il s'agira, oui, que la hiérarchie, elle se dégage, je passe rapidement, mais c'est avant tout de mettre en place des plans ambitieux de rénovation énergétique. La rénovation énergétique des bâtiments publics dans une commune, c'est quelque chose de fondamental pour un maire, aussi parce qu'il s'agit d'écoles, de mairies, de piscines, que sais-je, c'est-à-dire des bâtiments
où il y a une public, où les administrés sont accueillis, c'est hors de question de laisser dégrader ces bâtiments. Au contraire, il faut les améliorer, il faut les valoriser d'un point de vue énergétique. Voilà pour ce point sur les municipales. Rapidement sur le financement. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est facile ou pas de financer? Évidemment, je reviens sur ce que je disais. Non, la baisse de la dépense publique actuelle, la baisse de la dépense nationale, de la dépense publique à l'échelle nationale actuelle, eh bien, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Les élus, et ça renvoie à ce que vous disiez sur le degré d'avancement, de maturation, non pas idéologique, mais citoyenne des élus, est à nouveau illustré. Non, c'est problématique que les baisses des dotations publiques en matière de transition écologique s'accélèrent. Non, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Là encore, c'est un jugement à la fois citoyen et à la fois technique, j'insiste, quelle que soit la coloration des politiques des élus que nous avons interrogés. De la même manière, ces élus sont bien conscients que le contexte est dégradé et dans ce contexte, ils sont totalement prêts à faire preuve d'innovation, à faire preuve de souplesse. À situation exceptionnelle, remède exceptionnel, oui, bien sûr que la collaboration entre le secteur public et le secteur privé doit s'accélérer. Il n'y a pas d'autre solution compte tenu de la contraction de la dépense publique. Ils souhaitent à la fois la poursuite finalement de prêts plus attractifs garantis par l'État. Donc on voit bien là, l'État, les pouvoirs publics gardent un rôle, devraient garder un rôle essentiel. En revanche, les contrats concessionnels, des délégations de services publics, des DSP, plus longues, un recours à ces délégations plus fréquentes est aussi une des solutions qui est envisagée. Ils sont prêts à tout, non pas à tout accepter, mais à tout envisager pour trouver une solution, pour continuer et enfin pouvoir produire une énergie peut-être un petit peu plus chère. Et encore, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, plus soucieuse de l'environnement. À l'avenir, comment l'envisage-t-il? Et je finirai par cette question. En gros, est-ce qu'ils sont sereins? Je ne sais pas si les élus sont sereins à l'égard de la transition écologique. En tout cas, ils sont prêts. Ils nous l'ont dit en énumérant tout ce qu'ils avaient d'ores et déjà fait dans leur commune. Mais là encore, on a une population totalement convaincue de son accélération. Voilà ce que je voulais vous présenter brièvement. Des résultats quand même largement positifs, je trouve, quand on sonde l'état d'esprit de ces élus. Quelque chose qui va à l'encontre, et ça aussi en tête, qui est déjà dit, du discours un petit peu que l'on entend un peu trop souvent, je trouve, comme quoi l'écologie, c'était passé de mode. Il y a eu des années de transition écologique, en cours les européennes 2019, et puis en 2024, ça a été de plagiage. Non, pas du tout. Là encore, il se passe des choses en matière de remise en cause de la transition écologique peut-être, mais à l'échelle nationale, je reviens sur non pas sur l'écologie cumulative, en revanche, on nous apporte le local et le micro-local, ça reste une préoccupation essentielle. Des administrations, vous savez, mais plus encore, et c'est quand même le principal mentionnement, une véritable préoccupation, une priorité des élus locaux. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour cette synthèse très éclairante. On va en profiter pour tirer les enseignements avec vous. Antoine Pellion pour l'IDEX. Quels sont les enseignements que vous tirez de cet observatoire? Bien alors, je voudrais insister peut-être sur 3 messages principaux qu'on retient de cet observatoire. Je pense que le premier, et vous l'avez largement dit, par rapport à cette notion de backlash dont on a souvent parlé, je pense je résumerai les choses en disant il y a un peu 2 salles, 2 ambiances en France. Donc il y a le sujet national, le niveau national, qui est effectivement très clivé, et on voit que les choses sont beaucoup instrumentalisées, et qu'il y a un certain blocage, je pense qu'on peut le constater, ce nombre de politiques de transition. Les gens qu'on voit, et ce sondage le montre, qu'au niveau local, il y a, parce que c'est concret, c'est de la solution immédiate, il y a beaucoup de choses qui continuent de bouger, j'allais dire plus heureusement, parce que je pense que c'est la réponse par le local qui va être la façon de dénouer aussi les tensions et les blocages qu'on a au niveau du national. Et donc, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit cette transition, c'est à la fois une réponse environnementale d'un côté, et aussi une réponse économique, c'est un point important, parce qu'on voit que le prix des énergies a été un point super important, et que réussir une transition, c'est aussi maîtriser la facture, la stabiliser, être compétitif, et donc ça rime aussi avec les enjeux de souveraineté économique. Et donc qu'on soit empreint des questions écologiques et des questions de souveraineté, la conséquence pratique, c'est que il faut la faire, cette transition au niveau local. Et la quasiment totalité des leviers concrets de mobilité, de résistance, production d'énergie, etc., c'est du local. Donc, 2 salles, 2 ambiances, très clairement. Le deuxième sujet, c'est que les acteurs locaux, et donc les collectivités au cours de l'île, sont extrêmement engagés. Et même si du coup on note cette perception, cet écart entre la perception citoyenne et la perception des gouvernementalités, elle est beaucoup due au fait que quand je suis l'acteur qui fait, je vois des difficultés de faire aussi, et donc je m'engage le mieux que je peux, mais je suis un peu bloqué.
Et plutôt je suis le citoyen, ben, j'ai des attentes très fortes et légitimes. Donc ça montre ce sujet-là qu'on est aujourd'hui dans une phase de massification. Et il faut généraliser cette transition. Et ben c'est pas simple. Et on voit des tensions autour de ça, les cercles voient ténus. Ça amène à mon troisième message, qui est que, je pense qu'on va se cacher, il y a un éléphant dans la pièce, qui est de dire, pour accélérer, on dit pas de bras, pas de chocolat. Et là, du coup, à un moment donné, il faut des moyens, et donc c'est le sujet du financement notamment de l'essentiel. Et on voit que le contexte là, encore une fois, national, il est plutôt poreux sur le sujet. Et c'est là où on a à réinventer des choses ensemble au niveau local. Et sur les questions de financement, donc là, je pense bien sûr au partenariat qu'on peut tisser entre les collectivités et les acteurs comme IDEC. Je pense aux solutions de tiers-financement, je pense aux validations de services publics. Il y a des outils de financement qui sont pas miraculeux, mais qui vont permettre de dégager maintenant des moyens d'investissement, de les étaler aussi sur le long terme, on dégage de résultats, on a aussi une vraie notion de bouclier énergétique sur la facture. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller absolument. Ne pas se voiler la face, il y a un problème, c'est le financement, mais on peut avoir des solutions. De se dire, ben là, il y a une demande d'accélérer, ben, comment on fait, et des acteurs comme IDEC, et puis les deux salles, deux ambiances, on utilise. Merci beaucoup Antoine. On va y revenir sur la notion de financement. Juste avant, Frédéric Nacarène, vous aviez été la maire de Saint-Quentin en Yvelines, membre des moyens de la... Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, pardon. La ville Art déco, Pardon. entre Paris et Lille. C'est un lapsus. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette présentation des maires qui est faite? Oui, très Alors, maire largement. engagé, vous allez me dire forcément oui. C'est un sujet qui est vraiment sur le devant des priorités de toutes les réunions d'élus, de toutes les réunions avec les directions générales depuis quelques années, qui n'a pas toujours été si facile que ça à appréhender parce qu'il est très technique, il est très global aussi. Moi, ce que j'ai pu observer dans le mandat qui a été celui-là et aussi sur le plan national, c'est que les mairies se sont structurées avec des collaborateurs également, parce que ça demande aussi de la technicité sur des sujets un peu nouveaux pour lesquels il faut de l'innovation. Et donc, côté élu, je pense que ça bouge bien, avec la difficulté du financement d'un certain nombre d'opérations. Mais globalement, je pense qu'il y a vraiment une motivation très importante. Côté habitant, je dirais, quand on dit deux salles, deux ambiances, et puis c'est vrai que c'est un petit peu différent entre ce qu'on peut entendre sur le plan national ou dans les médias et ce qu'on peut vivre au travers de cette enquête. Finalement, le sujet d'écologie ou de transition, il est très très large aussi. Et donc, il y a des sujets sur lesquels c'est facile d'avoir un commun. Et tout ce qui est l'énergie, c'est au bénéfice du pouvoir d'achat des habitants, c'est au bénéfice du pouvoir d'achat de la collectivité aussi, et des conditions de vie. Quand on parle de la transition énergétique, moi je vis beaucoup au domicile des habitants. Quand on fait l'isolation, quand on met des volets là où dans le logement social il n'y avait pas de volets, faut voir dès le jour où c'est fait le changement dans la vie des gens. Mais ça passe bien. Après, il y a d'autres sujets sur les transitions écologiques qui sont parfois un petit peu plus difficiles à vivre. Je pense particulièrement au sujet des déplacements, qui reste un sujet pour lequel on n'a pas une unanimité dans ce que l'on fait, qui demande beaucoup de compromis. Et dans les usages, ce n'est jamais magique. Mais donc, il y a vraiment de belles choses à faire. Moi, ce que je retiens aussi dans la manière de construire les projets, c'est d'aller chercher l'adhésion et la coordination avec les habitants. Les habitants, ils sont pas plus bêtes que les élus non plus. Et quand on construit avec eux, alors il faut aussi avoir les mots-clés qui sont des mots-clés concrets. Et bien là aussi, on peut assez facilement avancer ensemble, donc pas le laisser que pour les techniciens ou les élus, mais de partager ces sujets-là sur le concret de la vie d'un quartier, d'un secteur. Alors il y a peut-être un décalage aussi entre des élus qui préfèrent en priorité communiquer sur le consommer moins, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments, le développement du solaire par exemple, et puis seulement au deuxième, de consommer mieux les réseaux de chaleur, la valorisation des déchets. C'est quelque chose qui vous parle? Ça dépend. Il y a des fois où on peut vraiment se retrouver aussi sur ces sujets-là. Quand il y a de l'adhésion et du concret dans la vie quotidienne, je pense que ça marche quasiment à chaque fois. Antoine Peillon, oui, ce sont des défis que vous avez l'habitude de relever? Alors, oui, complètement. Et je pense que là, un point important, c'est que pour arriver à réussir cette transition, il faut beaucoup jouer sur les usages, sur les types d'immédiats, sur
transport, c'est pas simple et il faut beaucoup avancer, les sujets d'habitat, les sujets de production, etc. Et donc, produire de l'énergie, c'est important, mais il faut aussi transformer la façon dont nous sommes. Et c'est là où il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que par des choses, par des objets comme des réseaux de chaleur, que construit de Mobilex, par aussi la façon dont on va gérer les déchets, on change ces comportements-là et au bénéfice du coup de la facture, souvent. Là, je pense que c'est un des enseignements de cette enquête-là et on voit comment le point est clé. Et je pense que la façon dont on doit aborder aussi, c'est finalement cette transition, c'est un engagement environnemental, mais c'est bien plus que ça. C'est un sujet, c'est la façon, et on a tous connu, je pense un peu même parfois lourdement, l'explosion des prix de l'énergie, avec l'explosion du prix du gaz, etc. Et là, aujourd'hui, et je pense que le sondage le dit un peu, réussir par exemple à décarboner l'énergie avec un réseau de chaleur, avec la géothermie, avec la biomasse, avec, etc. C'est baisser le prix souvent, et c'est aussi le rendre stable dans le temps, sur une bouclier. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à se dire, ok, je paye un peu plus, légèrement plus cher aujourd'hui, peut-être, mais par contre, c'est un engagement dans la durée où ça va être stabilisé. Par ailleurs, je sais que c'est mieux parce que c'est décarboné. Et ça a beaucoup de valeur, et c'est absolument là-dessus qu'il faut construire, c'est là-dessus qu'on arrive à embarquer sur un projet de territoire. Je pense que c'est vraiment extrêmement important, et donc ce sujet d'économie, il est très structurant, et c'est presque un sujet, si on pas à la maille du pays ensuite, de souveraineté, parce que n'importe quoi, je pense qu'on est tous frappés des journaux parce qu'on lit avec les États-Unis, avec des pays d'implantation, donc nos dépendances. Et donc c'est ça, je pense qu'il y a un point extrêmement important, c'est que quand on réussit à faire cette transition au niveau local, on construit à notre échelle, à notre niveau, les outils de cette indépendance aussi du pays face à ces risques géopolitiques qu'on appelle nous, et ça c'est vraiment crucial. Il faudrait que qu'est-ce que vous avez mis en place pour à 50 ans, quels sont vos projets, qu'est-ce que mettent en place des adhérents et des users? Alors, un réseau de chaleur à énergie bois qui fonctionne très bien, qui va protéger les habitants pendant la crise, qui est présent sur 5000 logements, donc ce qu'on voudrait, c'est pouvoir m'étendre. On travaille aussi sur des projets structurants de géothermie et de récupération de chaleur fatale des eaux usées pour des équipements. Donc là-dessus, maintenant, on a une direction complète qui est dédiée à ce type de questions et on échange aussi beaucoup avec les habitants parce que on a tellement été marqué par la question du pouvoir d'achat sur l'énergie qui est encore présente. On peut en parler avec n'importe quel ménage. La question de la facture de l'énergie, elle reste vraiment c'est plus stress quand même pour les habitants, que ça fonctionne assez bien. Je trouve aussi que le sujet d'avoir une énergie locale, ça parle beaucoup aux habitants, c'est extrêmement concret. Donc là-dessus, on est sur des projets de solarisation. Et il faut dire qu'au-delà du frein budgétaire dont vous avez parlé tout à l'heure sur la plupart des projets, qui est quand même un problème, on a une autre grande difficulté aujourd'hui devant nous, c'est que ça ne suit pas sur RTE ou Enedis, suivant les projets sur la solarisation. Et quand vous écoutez les maires, eh bien, on est retardé sur nos projets. Donc, on a des objectifs à 2030 et 2050 qui sont très importants. Et je crains qu'on ne soit pas en capacité de les tenir parce que quand on va vers nos correspondants RTE et Enedis, ils n'arrivent plus du tout à suivre. Ce qui fait qu'on a des allers-retours avec les ministères. Et donc là, alors, nous, c'est vrai sur le territoire, sur les projets privés, sur le projet public. Mais si c'est vrai chez nous, c'est vrai aussi globalement sur le plan national. Là, on a vraiment un problème capacitaire à pouvoir déclencher les projets. Et c'est tellement dommage parce qu'on pourrait tout à fait accélérer assez vite. Vous aviez perçu le sentiment de déficit de communication, parfois ressenti par les citoyens, les maires qui se disent investis à 90%, qui disent que leurs communes sont actives à 92%, et seulement 41% des administres et des électeurs qui le ressentent. C'est vrai sur tous les sujets, la communication, la force de la répétition. Parfois, quand on fait, on pense qu'on l'a partagé ou parce qu'on l'a dit une fois, on pense que voilà, et les gens le savent, c'est pas vrai du tout. Donc cet effort-là, il est vraiment à fournir. Je pense que c'est très très important de l'investir, essayer d'être vraiment le plus concret avec le maximum de personnes. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça, il y a encore un peu de boulot. Alors, l'une des autres grosses questions pour les élus, c'est comment le financer. C'est surtout avec on en parlait tout à l'heure, avec la menace de réduction des donations. Les maires souvent préfèrent des prêts à taux attractifs garantis par l'État, plutôt que des contrats de concession plus longue durée. Est-ce que vous vous sentez, vous, autorisé explicitement par l'État à vous engager sur les vraies
Non, mais c'est l'objet d'une discussion que j'ai eue avec ma préfète il y a 2 jours en lui disant voilà, on aimerait bien allonger le contrat, mais le contrôle de légalité, que dira-t-il en étant un petit peu sur ce format-là. Voilà, on a des enjeux de réduction des consommations, il y a des enjeux de souveraineté, d'énergie propre. Et on a des freins, parfois des freins juridiques qui ne nous permettent pas d'avancer. Et je pense que là, ce serait vraiment intéressant de bouger. Si nous, on les autorise à avoir des tours plus longues, on sera heureux de pouvoir le faire. De même qu'on est très attentif au cofinancement, on parlait tout à l'heure avec IDEX, le CIS, c'est pas une bonne nouvelle. Et voir que les fonds sont à la réduction, on est vraiment sur les sujets de l'avenir de notre pays et de l'avenir aussi de la vie de nos concitoyens. Donc, je pense que la mobilisation à la fois de nos partenaires et des associations représentant les élus, elle est très importante pour construire cette avenir. Qu'est-ce que vous a répondu la préfète? Alors, c'est d'accord pour lever un peu temporairement les obligations? Elle y regarde. On a une préfète futée, donc je pense qu'elle nous aidera, mais en fait, au-delà de la préfète, je pense que c'est vraiment sur le plan national que ça doit se jouer pour être en sécurité juridique. Je ne vous cacherai pas que les élus, on est particulièrement exposés aux risques juridiques. Et si on peut être garanti, ça nous permet de dormir un tout petit peu mieux la nuit. Alors Antoine Pellion, avec les partenariats de longue durée avec le privé, les élus craignent parfois de perdre le contrôle de ces investissements. Comment vous pouvez les rassurer? Déjà, alors, IDEX, à la fois, on conçoit, on finance et on exploite dans la durée. Et donc, du coup, quand on est l'exploitant dans la durée et qu'on doit donner compte très régulièrement différents élus, je dirais, l'élu, il y a une relation de confiance qui se noue aussi. Et donc, on doit rendre un service et on prend des obligations de résultats. Ça, je pense que c'est très important. Et donc, cette confiance, et donc, ce besoin de contrôle, il est d'une absence de confiance. Et la confiance, elle se construit. Et donc, c'est en étant l'exploitant dans la durée qu'on construit cette confiance. C'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi des réponses qui existent. Par exemple, quand on parle de contrat de performance énergétique, c'est pas nouveau. On prend un engagement de résultat. Quelque part, quels que soient les moyens de cette expédition. Ce qui est important, c'est que, à la fin, le résultat en termes d'économie d'énergie, d'économie de facture, de baisse de CO2, il soit au rendez-vous. Et ça, c'est un montage qui peut être sécurisé pour ce point. Et puis après, moi, j'ai été dans une casquette précédente, côté cube, et aussi autorité concédante. Le pouvoir de concédant, il s'exerce aussi. Et donc, un contrat de délégation, c'est aussi une situation dans laquelle le concédant a des pouvoirs et un contrôle. Et donc, je pense que c'est en tout cela mis bout à bout qu'on doit pouvoir continuer à bâtir, parce que les enjeux sont énormes. On l'a pas dit, mais là, vous avez à juste titre par l'électricité avec les raccordements RTE et Enedis. La moitié de l'énergie qu'on consomme, c'est de la chaleur. Aujourd'hui, il y en a que 30% des décarbonés, donc il faut multiplier par 2, par 3 dans des horizons de temps très courts les volumes d'énergie décarbonée mis en œuvre. Et donc ça veut dire investir, accélérer les financements. Et donc l'équation financière, elle est très simple. Je dois accélérer, c'est un impératif écologique, économique. Et d'un autre côté, eh bien la ressource publique purement budgétaire, elle est limitée. Donc quel montage qui permettent du coup d'allonger les durées, qui permettent d'avoir des prêts à taux bonifiés, qui permettent aussi, c'est des coûts fixes, donc des années sur une grande période, qui pouvoir avoir à la fois dans les compétitives, nous existent. Le message important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tout à réinventer, mais c'est la bonne nouvelle. Par contre, il y a à déployer, il y a à accélérer le déploiement. C'est pour ça qu'on est notamment ici tous ensemble, parce que le niveau local et municipal a priori est un acteur central. C'est lui qui signe les contrats, c'est lui qui déploie les actions. Et les échéances à venir électorales, c'est un formidable moment d'une relance d'un plan d'action. On est reparti pour 5 ans de 2025-2030, 2026-2031. C'est toutes les échéances qui nous donnent en matière de décarbonation. Et donc, si on n'y arrive pas à ce moment-là, pour le coup, là, je suis assez pessimiste, je pense qu'on a les moyens collectifs. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider les élus à mieux communiquer les efforts qu'ils déploient en matière de transition énergétique? Alors, je pense que là-dessus, il y a à la fois mieux communiquer, et puis c'est pas qu'une question de communication aussi, c'est d'accélérer le déploiement. Le rôle d'IDEX sur un réseau de chaleur, par exemple, ça va être d'aller raccorder un maximum de personnes en promettant des prix qui sont comme des qui, à la fois qui sont compétitifs et surtout stables dans le temps. Et ça, c'est un avantage qu'on fait énorme pour les citoyens. Et donc derrière, c'est aussi quelque chose, un service que l'élu le rend et c'est absolument indispensable. Et je pense qu'on est des partenaires parce que présents sur le long terme. Ici, nos services sont bien faits, de la qualité de service, et donc c'est ça aussi qui va permettre à l'élu de valoriser au maximum les décisions qu'il a prises, et la bonne. Et au-delà de valoriser une bonne décision, je pense que le point important aujourd'hui, c'est d'arriver à déclencher de nouvelles opportunités et d'accélérer. J'ai parlé de réseau, dans les bâtiments aussi, nos solutions, elles permettent un tiers financement, c'est-à-dire que l'acteur qui n'a pas à investir lui-même, c'est IDEX qui investit à sa place, et il s'engage sur des prix compétitifs, et c'est sur la durée qu'il va amortir l'investissement.
Et ça, c'est une solution. Il faut maîtriser les prix, de décarboner, vous allez à l'élu, ou à l'acteur, au bailleur, etc. Et garder son argent pour aller faire d'autres choses par ailleurs. C'est comme vous l'avez dit, Madame Carrez, il y a plein d'autres sujets à traiter en parallèle. Et donc, s'il y a une façon aussi de faire facilement la transition sans porter l'investissement pour le remettre ailleurs, c'est le bénéfice de tous. Est-ce que, pour conclure, avant de prendre vos questions, vous diriez que la transition énergétique n'est plus un sujet 100% écologique, mais que c'est devenu un sujet économique? Pas que économique, c'est aussi un sujet stratégique. Stratégique pour l'avenir des conditions de vie d'un territoire. Alors suivant là où on est placé en France, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Mais on a vu cet été avec la canicule, vous vous souvenez du débat sur le nombre de communes dans lesquelles il était compliqué de faire l'école. Enfin, on a quand même des défis très importants devant nous. Donc cette transition, elle est très très importante pour la vie de nos concitoyens. Donc, je suis vraiment en vide. C'est écologique, c'est économique, je l'ai dit beaucoup. C'est aussi un enjeu de santé. Ça, je pense que c'est important aussi pour nos concitoyens. Parce que réussir cette transition, c'est aussi une qualité de l'air qui est meilleure, c'est aussi consommer moins d'eau et du coup aussi moins de polluants et moins d'exposition. Moi, je suis convaincu que le sujet, si on relie sur ces points-là, sa santé, son portefeuille, et puis aussi donc, la conscience que la justice se transforme, parce que lui, le changement climatique, si on est capable d'apporter des solutions qui répondent à ces trois points-là, là, on accélère, on donne des conditions pour accélérer cette transition et donner des éléments aussi. Nous évitons bien sûr que le projet de territoire soit un projet fédérateur. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, Pauline, de Société HCL. Merci pour vos interventions. Moi aussi, j'étais très interpellé par ce chiffre de seulement 41% des citoyens qui estiment que leur collectivité en fait assez sur la transition énergétique. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question derrière les questions de communication? Il faut pas aller un petit peu plus loin que de la communication qui est souvent descendante sur ces sujets et aller sur la vraie concertation, c'est-à-dire impliquer les habitants. Je sais pas, l'un de vous l'a dit, les gens aujourd'hui sont quand même très sensibilisés, déjà à titre personnel et citoyens sur les questions écologiques et d'économie d'énergie. Est-ce qu'on pourrait aller dans les collectivités vers la vraie concertation sur ces sujets, comme on le fait déjà sur des sujets plus sociétaux, sur la biodiversité, sur l'écologie, sur l'alimentation? Est-ce que c'est pas là où on va gagner ces pourcentages supplémentaires? Surtout, on va, dans cette période d'élection, trouver une adhésion et sécuriser des projets que les élus veulent mettre en place. Et moi, je souscris totalement. Dès la conception d'un projet, je pense que les gens ont été marqués par la crise énergétique et par les difficultés de vie aussi. Je pense que le citoyen sont tout à fait mûrs pour être associés à ce type de projet. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en sont fiers quand on peut les associer. Alors, l'idéal des idéal, c'est quand ils en ont un bénéfice sur leur facture aussi. Parfois, il peut aussi y avoir des projets participatifs qui peuvent être montés. Quand on va jusqu'au bout de cela, alors là, la vision, elle est pleine entière. Nous, c'est vrai, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler assez tôt, après avec la bonne pédagogie aussi pour sa question de second. Alors, Madame Baccaret va devoir nous quitter dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Et ça peut être aussi une question pour Antoine Félix, problème. Allez, une deuxième question? Non? Merci. J'aimerais savoir s'il y a chez les élus, en particulier des petites communes, parce qu'on voit quand même que dans les petites communes, la dissonance est peut-être un peu plus forte entre la perception des élus et des administrés. S'il y a une réticence à lancer des projets, par exemple, de production d'énergie renouvelable, dans le contexte des énergies à venir, je pense à l'éolien ou à du solaire, est-ce qu'il y aurait une peur de la détestation dans ces lycées? Alors, c'est vrai que, particulièrement sur le sujet éolien, ça peut être très compliqué. C'est très partagé. C'est très partagé chez les élus. Il y a des élus qui sont très énergie renouvelable, quelle que soit l'énergie renouvelable, et l'éolien aussi.
d'autres qui ne veulent surtout pas y aller. Et il y a quand même eu une tendance ces 2-3 dernières années avec la crise des finances publiques et des finances communales. L'éolien ou d'autres énergies, ça ramène une taxe qui s'appelle l'OIFER. Et par les temps qui courent, et bien, y compris les élus locaux sont quand même très sensibles à cette arrivée d'argent parce qu'ils ont à tenir dans le service public. Donc, c'est peut-être un peu mieux partagé que ça l'a été il y a 2-3 ans, mais il y a toujours des gros projets de législation. Et puis la difficulté sur ce sujet, c'est que parfois la pollution, elle est chez le voisin et pas forcément chez le bénéficiaire. Et moi, je pense que là aussi, s'il y avait un partage des bénéfices un petit peu plus large et auprès des citoyens, on aurait sans doute une acceptabilité plus importante. Sur le solaire, ça bouge beaucoup sur les territoires, y compris sur les territoires ruraux. Et je pense que là aussi, on aura des difficultés d'acceptation à un moment donné. Faire très attention. Moi, je suis dans une région agricole. La terre agricole, elle a une valeur de production, elle est très fertile. Donc l'agrivoltaïsme, oui, mais dans certaines conditions. Donc, je pense que ça va partir très vite sur des projets, y compris chez les agriculteurs. Et on aura aussi très vite de la contestation et que on reviendra peut-être en arrière sur un certain nombre de terrains parce que ce sera pas si simple que cela. Mais les élus ruraux, sur les bâtiments, généralement, ils bougent très vite aussi. S'ils ont les moyens de pouvoir le faire, s'ils sont subventionnés, sur les écoles, sur les mairies, parfois il y a un petit coup de logements communaux, alors à juste proportion par rapport à la taille de la commune. Et c'est des sujets sur lesquels ils sont très sensibles aussi, parce que et même ils ont les factures énergétiques aussi à payer. Et peut-être je rebondis sur la partie photovoltaïque notamment. Je pense que c'est un point, et IDEX le pousse beaucoup, il y a un potentiel énorme sur les surfaces déjà artificialisées. Et l'une de ce fait, et c'est d'ailleurs ce que développe IDEX, c'est comment, sur les surfaces artificialisées, on arrive à développer des modèles qui sont aussi pour leur équilibre économique et qui permettent d'assurer de l'électricité à un prix maîtrisé, décarboné, non artificialisé. Et si j'étends encore le sujet aux zones rurales en général, il y a aussi des co-bénéfices agricoles qui sont énormes sur cette transition, et je pense juste que c'est l'énergie. IDEX, on travaille beaucoup sur des sujets de biomasse, ça s'appelle de la biomasse agricole, et avec des fèves brûlées. Ça, c'est aussi un débouché pour les matières agricoles, et en retour, on produit aussi des notamment procédés, des matières fertilisantes qu'on peut utiliser pour le cycle. Je dis ça parce que à la fin, ce qui marche, de notre point de vue, le mieux, c'est les projets vraiment de territoire qui se construisent, c'est-à-dire j'ai un moyen de production, je vais prendre dans le bassin de l'Oise, à Villers-Saint-Paul, sur lequel il y a à la fois l'opérateur de l'incinérateur, qui du coup envoie la chaleur sur une plateforme chimique en face pour pouvoir décarboner, et puis le reste de la chaleur est envoyé sur les réseaux solaires de toutes les villes qui sont résidentes, et le coproduit du coup de cette phase est servi en amont agricole. Et donc on voit progressivement, on a quelque chose qui fait système, et qui est très local, ça a beaucoup de sens, non seulement sur le plan macro, énergétique économique, mais aussi sur le plan micro et de la prévention locale. Parce que finalement, au-delà même des mécanismes de concertation très formels, ce qui fait sens, c'est qu'en bon sens, comme tu c'est logique ce qu'il fait, et je prends la ressource locale que je valorise, et donc j'arrive à avoir des projets qui sont bien dimensionnés et qui sont bien encapsulés finalement des territoires et des zones. Et c'était donc c'est le soldat de Villers-Saint-Paul, dans l'Oise. Et puis Pienne de Creil. Un mot pour conclure, Antoine, tout est dit. Non, mais je pense que nous, on est très attachés chez IDEX, comme je vous l'ai dit, à entreprise à mission, sous à mission de décarboner les énergies locales. Et donc, on est très attachés aussi à ce que il y ait de l'impact des résultats concrets. Vous voulez voir que on va y arriver, et que si jamais on a des résultats en matière d'environnement, en matière de pouvoir d'achat et d'économie, et voir tous les co-bénéfices d'aventure. Et donc, mesurer l'impact, c'est à la fois mesurer l'impact réel, je décarbone de plus de bien avec un investit de bien, c'est aussi mesurer progressivement quelle est la perception de cette action-là par les uns et les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on veut pérenniser cet observatoire, et on a cette partie de là. Je pense que c'est cette deuxième édition, donc, on monte en gagne et en régie en février. Et il y a plein encore de choses pour les prochaines années à pouvoir détailler et observer. Et donc, on aura à cœur, du coup, de pouvoir partager cette connaissance-là. Parce que finalement, ce qu'on est en train de créer là, c'est une forme de commun, une action collective. Parce que IDEX fait partie de tous ces acteurs très engagés, mais on est très nombreux. Et donc, pour réussir à relever un défi qui nous concerne tous, il faut que cette équipe de France, plus mondiale, elle se structure et qu'elle accélère encore plus. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui.
Un grand merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Il était temps de vous applaudir.